Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je suis en compagnie de Enzo Honoré. Salut Enzo. Salut Dylan, merci à toi de m'accueillir chez toi là, dans ton salon, dans ton bureau, et puis de pouvoir partager. Bah écoute, en tout cas moi c'est un plaisir de pouvoir t'accueillir sur cette chaîne parce que j'y pensais hier et c'est marrant parce que la première fois que je t'ai découvert finalement c'était en interview. Tu interviewais une personne et je n'arrive plus du tout à me souvenir À qui. savoir qui? C'est ça le pire. Mais en tout cas, pour moi, c'est un réel plaisir parce qu'aujourd'hui, tu es une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. C'est vrai que tu as une vie inspirante. Tu entreprends sur le web depuis maintenant quelques années. Et pouvoir que tu puisses partager un petit peu ton parcours de vie, tout le cheminement de vie qui t'a mené jusque là où tu es aujourd'hui, ça va être très inspirant pour les autres. Donc, encore merci pour d'avoir accepté finalement cette interview. Bah, merci à toi dans tous les cas, ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'organise déjà beaucoup ça chez moi. Il y a un truc qui est très drôle qui ressort de la communauté, c'est les gens qui me disent, hem: «Je t'ai découvert», tu vois? Ou «J'ai découvert» ou «J'ai beaucoup suivi tes interviews et un jour un objectif pour moi, c'est de passer en interview chez toi», tu vois? Et moi, c'est exactement, l'état d'esprit ou le concept avec lequel j'ai créé tout ça. C'est-à-dire que j'ai créé des interviews parce que, je consommais beaucoup d'interviews et j'aime beaucoup en fait ce cercle vertueux, tu vois? Et ça me plaît beaucoup et je suis systématiquement, très, très, très content, quand, des gens, me font intervenir ou me font partager et me partagent cette vision-là donc avec grand plaisir d'être là. Ok. Eh bien, écoute, on va découvrir qui est Enzo Honoré et quel est son chemin de vie. Mais juste avant ça, intro. Alors Enzo, dis-moi, qui est le Enzo d'aujourd'hui dans les grandes lignes? Ouf! Dans les grandes Qu'est-ce qui lignes, fait le Enzo? un être humain, un entrepreneur, un rêveur, un aventurier, quelqu'un qui fonce, qui réalise beaucoup de choses, quelqu'un pour qui, l'épanouissement et le bonheur au quotidien est tout aussi important que le fait d'aller vers de nouveaux challenges et ça fait partie de mon accomplissement de façon globale. Quelqu'un de plutôt drôle, quelqu'un de plutôt sportif, quelqu'un de plutôt énergique, voire, d'hyper énergique. Quelqu'un qui est, marié, qui est plus ou moins, proche, voire, très proche, de sa communauté, de sa petite tribu, qu'il a autour de lui. Et puis voilà, beaucoup d'entrepreneuriat. Voilà. Est-ce que tu peux présenter justement un petit peu peut-être tes activités entrepreneuriales? Alors aujourd'hui, alors j'ai eu différentes casquettes, des grandes, des petites, et à différentes échelles, de couleurs différentes. Mais aujourd'hui, je suis coach principalement. J'accompagne des gens à réaliser des projets ambitieux, à réaliser un peu leurs rêves, et ça passe par 2 jobs. Le fait de retransmettre, mes compétences, mes process, mes méthodes d'un point de vue marketing, commercial ou stratégie business. Et l'autre pan, c'est, celui certainement dans lequel je prends peut-être un petit peu plus de plaisir, même si, je reste un fanat de business. C'est, le développement personnel, l'état d'esprit, c'est comprendre la psychologie. Qu'est-ce qui fait, que les gens prennent des décisions? Qu'est-ce qui fait que les gens, passent à l'action ou non? Et là, je prends un malin plaisir à mettre des coups de pied au cul des gens, de les aider à se lancer, de les aider à passer au niveau suivant. Ce qui est incroyable avec ça, c'est qu'à chaque étape de ta vie, à chaque étape de résultat de ton business, que ce soit faire les premières ventes, le 5 000 € par mois, le 10 000 € par mois, le 100 000 € par mois, le 1 million d'euros par mois, à chaque étape, tu vas avoir des blocages, tu vas avoir des questions existentielles, tu vas avoir des problèmes à passer à l'action. Et d'être accompagné, d'avoir une autre vision, d'avoir un cercle d'entrepreneurs autour de toi, bienveillants et qui te stimulent et qui te poussent, est essentiel, moi, aujourd'hui, dans ma vie en tant qu'entrepreneur et a énormément d'impact sur les gens que j'accompagne donc ouais, c'est un vrai plaisir. Je suis très fanat de psychologie, et de comprendre un peu, ce qui nous motive, comment on voit la vie et cetera et donc je prends beaucoup de plaisir là-dedans, voilà. Ok. Effectivement, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. J'ai vu une interview d'ailleurs récemment et où la personne disait que finalement, elle ne se faisait plus vraiment coacher sur la partie business, mais plus sur le plan perso et que finalement, tous les coachings personnels qu'elle connaissait,
bah, ça crée un vrai switch au niveau de son entreprise parce que ça créait et ça cassait certains blocages qu'elle pouvait avoir. Donc, je te rejoins tout à fait sur cette idée-là. OK. Donc aujourd'hui, effectivement, Qu'est-ce qui fait un business? Ce qui fait un business, c'est les process, les produits, les clients, mais c'est surtout l'entrepreneur qu'il y a derrière. Et si l'entrepreneur, il est câblé d'une façon X, les résultats vont être entre guillemets X parce que forcément, le business est la résultante de la composante principale qui est la vision, le rêve, les actions de l'entrepreneur. Donc, en fait, moi, j'ai compris ça. C'était pendant très longtemps, j'ai coaché aux gens et j'ai enseigné aux gens des méthodes marketing et commerciales en leur disant, voilà, tu veux devenir libre, tu veux devenir riche, tu veux X, tu veux Y. euh, Scale cette CBO en utilisant telle stratégie et ça marchera pour toi. Et en fait, avec pas mal, j'ai accompagné plus de 1000 entrepreneurs, je dirais un peu plus de 1000 entrepreneurs sur le web. Et ça te permet de voir des choses. C'est que l'important, c'est pas la stratégie de scaling. L'important, c'est pas est-ce que dans ta page de vente, il y a 10 ou 12 points. C'est comment est-ce que le mec il perçoit le business, le monde, le problème et comment est-ce qu'il se perçoit aussi lui-même par rapport à tout ça. Et donc, j'ai décidé de prendre un peu de recul et de travailler sur effectivement l'entrepreneur qui avait derrière le business. Et ça m'a apporté beaucoup plus d'impact sur les coachings et sur les business de mes clients. Donc, pour moi aussi, avant tout, c'est moi. C'est-à-dire, je suis le premier client de mon coaching. ouais, complètement. Et puis, bah, de toute façon, on grandit à chaque fois qu'on pratique du coaching. Finalement, on grandit souvent avec les questions de nos clients, choses comme ça. Donc, je te rejoins tout à fait. OK, super intéressant ton point de vue. Ce que je te propose de faire maintenant, c'est qu'on retourne dans le passé, au Enzo à 8 ou 9 ans. C'est ce que j'aime bien poser finalement. Aujourd'hui, le Enzo, enfin, à l'époque, le Enzo à 8 ou 9 ans, dans quel environnement il était? Est-ce que tu avais une famille d'entrepreneurs? Est-ce que tu avais une aisance financière qui te prédestinait finalement à l'entrepreneuriat ou est-ce que ça n'avait rien à voir? Je viens de Douchy-les-Mines, une petite ville du nord de la France. Ma mère est assistante secrétaire dentaire. Elle a bossé 30 ans dans le même cabinet dentaire. Au moment où elle a arrêté parce qu'elle a fini par quitter son job, elle a dû avoir une augmentation de 250 € en 30 ans. Donc, autant te dire que l'entrepreneuriat, le business, le développement, c'était pas son truc. Par contre, la communication, la connexion avec les gens, et cetera, c'était son truc. C'est certainement quelque chose qu'elle m'a légué. Et mon père, il a arrêté l'école avant la fin du collège. Il a fait plusieurs boulots pendant plusieurs années avant de trouver son job à l'usine en faisant du stop, en allant bosser à 5 heures du matin un matin. Il a évolué dans cette société pendant plus de 25 ans pour au final être responsable. Et effectivement, il manageait son équipe de production. Il bossait dans la production industrielle. Donc, effectivement, après 25 ans de carrière dans un milieu industriel et sur une boîte étrangère, il a commencé à gagner un petit peu d'argent. Il gagnait 2200, peut-être 2000 balles net, quoi, un truc comme ça. Et moi, j'appelle ça bah, manquer de rien. Tu as deux parents qui t'aiment, tu as un foyer, tu as un toit, tu as de la bouffe. Quand tu gagnes 3 000 € par mois à deux dans le nord de la France, bah, tu es pas mal. Hein, tu pas trop bien, mais tu es pas mal. Par contre, voilà, c'est le stade où tu ne manques de rien, mais tu rêves de tout. Mm. C'est-à-dire que bah, toi, tu veux tout ce que tu n'as pas, quoi. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que tu es à ce palier-là, ben, tu regardes en l'air et tu te dis pourquoi moi j'ai pas ci, pourquoi moi j'ai pas ça, pourquoi on fait pas ça, pourquoi on va pas là en vacances, pourquoi on va pas là au restaurant, pourquoi j'ai pas telle ou telle fringue, machin. Et le pire de tout ça, c'est que ce stade-là, c'est celui où tu ne peux pas te plaindre. Parce que ben, comme tu as tout, comme tu manques de rien et comme tu es dans un stade où tu es plutôt pas mal, et puis surtout d'un point de vue régional, voilà, moi, la majorité de mes potes avaient moins que moi. Hein. Mm. La majorité de mes potes avaient moins que moi et donc tu ne peux pas te plaindre. Et Voilà. finalement, c'est peut-être pas la plus simple des positions parce que tu as assez de C'est une position de merde. ouais, voilà, tu es vraiment dans un entre-deux. OK. Ouais, Et exactement. finalement, est-ce que ça, c'est peut-être pas une raison qui à l'époque, t'a peut-être motivé à entreprendre parce que pour avoir suivi un petit peu ton parcours, tu dis que finalement, assez tôt, tu avais cette vision-là, toi, de l'entrepreneuriat et de peut-être vouloir un jour entreprendre. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est évident. Moi,
moi, on m'a pas donné d'argent de poche, on m'a pas donné tout ça. Alors, j'ai jamais manqué de rien, comme je l'ai dit. Et puis, j'avais même des gadgets, des conneries, tout ça, hein. Mais j'ai pas eu d'argent de poche. Voilà. Pas d'argent de poche, pas de trucs comme ça. Ça marchait pas comme ça chez moi. Et en gros, tu voulais quelque chose, bah, démerde-toi, quoi. Et alors, je l'ai compris après coup, mais j'ai vu quand même mon père avoir de l'envie. Avoir de l'envie, avoir envie d'un autre statut, avoir une certaine fierté de moi, j'ai pas le bac, mais voilà, je gagne quand même 2 000 € par mois. Après 25 ans, je me suis fait chier. J'ai bossé dur, mais indirectement, j'y suis arrivé, quoi, tu vois. Mmh. Et j'ai grandi quand même avec ça. OK. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ce sentiment de vouloir plus. J'ai grandi avec ce sentiment d'avoir plus, d'avoir autre chose. Alors mon père, par période, est devenu un peu obsédé par l'argent, avec cette envie d'en gagner toujours plus, et cetera. Une certaine frustration de ne pas en avoir gagné assez. Mon père avait des potes entrepreneurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et lui a toujours été dans leur ombre. Et donc je pense que ça, consciemment ou inconsciemment, ça m'a impacté. Ça m'a vachement impacté. Et indirectement, est-ce que, le fait d'entreprendre, c'était peut-être une revanche sur tout ça? Peut-être aussi. Ouais, complètement. Mais du coup, ouais, non, non, clairement une fin, quoi. Une fin d'avoir des rêves, beaucoup de rêves. Et puis, moi, je comprenais pas pourquoi nous aussi, on pouvait pas avoir tout ça. Et puis j'ai toujours été persuadé que j'étais différent et que je méritais mieux. Voilà. Bon, bah, écoute, super intéressant. Effectivement, je pense qu'il y a peut-être cette raison-là qui t'a donné envie d'entreprendre. Généralement, là où ça se joue finalement pour la plupart des personnes entre l'entrepreneuriat ou le salariat, bah, c'est à la fin des études. Donc toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les études que tu as fait et bah, quelle branche tu as pris? Est-ce que tu as tout de suite pris l'entrepreneuriat ou est-ce que tu es passé par la case salariat finalement? Ça a commencé beaucoup plus tôt que ça, moi. Ça a commencé beaucoup plus tôt que ça. Je devais avoir 14 ans. Ça a commencé bien avant, hein. Je finis dans le bureau de la directrice en étant en école primaire. Je devais être en CE2. Je finis dans le bureau de la directrice parce que je revends des paquets de POG à l'école et que quelqu'un, pour me payer, vole l'argent à sa mère, tu vois? Mais bien sûr, je ne savais pas, quoi. Enfin, quoique. Mais bon, ouais, moi, j'ai commencé très, très tôt, à avoir un esprit un peu commerçant. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais je dirais ça comme ça. Pourtant, je venais pas de la famille, mais voilà, je sais pas, peut-être parce que ce que j'ai vu du monde extérieur ou j'en sais rien. Et donc ça s'est démarré assez tôt. Donc, il y a une fois où j'ai échangé des trucs, je troquais beaucoup de trucs, tu vois? Je troquais mes jouets pour avoir d'autres jouets, je troquais des jeux de console, trucs comme ça, quoi. C'était un peu naturel chez moi. Et puis, vers 14-15 ans, je faisais beaucoup d'informatique, j'étais beaucoup dans les ordinateurs. Je démontais moi-même mon ordinateur, j'ai monté moi-même mon propre ordinateur, à 14 ans, machin, je sais pas, un goût pour ça, quoi, tu vois? Comme beaucoup de notre génération ou de ma génération en tout cas. Et à ce moment-là, en fait, tu deviens vite, le mec qui répare les ordinateurs dans la rue, surtout dans un village. Et donc, je vais finir par dépanner les ordinateurs de deux trois personnes autour de moi. Et puis finalement, je vais dépanner toute la rue. Donc, moi, j'avais beaucoup de personnes âgées autour de moi. Les désinstallations, les réinstallations de systèmes, les défragmentations d'ordi à l'époque, machin, bref. Je vais finir par faire ça. Et donc, au début, tu le fais une fois, deux fois. Puis après, tu commences à te faire payer, quoi. Et donc, bah, très rapidement, vers 15-16 ans, je faisais payer 50 € de l'heure quand j'allais faire un dépannage informatique chez les gens. Donc là, j'ai vraiment commencé en fait à gagner ma vie et en fait, enfin à gagner ma vie, non, à facturer les trucs ou à gagner de l'argent à droite à gauche et ça va jamais s'arrêter en fait. Ok. Ça va jamais s'arrêter. Ça va changer de forme, mais ça va jamais s'arrêter. Pour te donner un exemple concret, à 18 ans, j'étais stagiaire, donc je bossais, hein, j'ai toujours bossé. Je gagnais 400 € par mois, un truc comme ça, et j'en dépensais 1 500. Voilà, donc il me manquait 1 000 € à aller chercher tous les mois, pour pouvoir flamber en boîte de nuit et mettre du gasoil dans la voiture et machin. Donc systématiquement, je me démerdais. Alors, je faisais tout et n'importe quoi, hein. Tout et n'importe quoi. Tu me disais: «Viens, on met 500 €, on va acheter une voiture, pour la revendre et tout», j'étais parti, quoi. J'étais OK. J'ai revendu des montres, à LED, j'ai revendu des parfums, j'ai revendu des contrefaçons, j'ai revendu, des maillots de foot, j'en sais rien. Ouais. Tu cherchais finalement à faire les Je premiers cherchais à faire de la moula.
ouais, voilà, c'est clair. Et ça rejoint, j'ai interviewé du coup ouais, quelques personnes et c'était ça, c'était que finalement très jeune, il y avait cet esprit un peu business, à voilà, chercher, faire de l'argent pour pouvoir se payer des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Du coup, tu continues dans les deux branches finalement. Tu fais quelle étude et tu commences par quel job? Donc, ouais, moi, je voulais devenir un pirate informatique. Ok. J'ai été obstiné par un type qui s'appelle Kevin Mitnick quand j'étais en terminale. Et moi, je voulais devenir pirate info. Ouais. On avait une bande à l'époque, on organisait des LAN, etc. À l'époque, j'ai créé une association pour organiser des LAN et commencer à partir un business sur le sujet. Mais bon, bref, je faisais déjà trop de trucs à l'époque. Et donc, du coup, je suis obstiné par ce type à l'époque. Et en fait, je le comprendrai plus tard, mais ce que ça représentait, c'était le pirate, le social engineering qu'on appelle, c'est-à-dire pouvoir hacker des gens, mais dans la vraie vie, en fait. La plus grosse faille de sécurité sur un système pour récupérer un mot de passe, par exemple, en général, c'est l'humain. Et donc, c'était comment réussir à soutirer le mot de passe d'une secrétaire, etc. J'étais fan de ça. Et du coup, à l'époque, on va quand même développer un peu des compétences techniques. On va hacker les Wi-Fi des voisins, on va monter des réseaux pour les pirater, etc. Moi, je voulais faire ça et puis j'avais la chance d'avoir une école à côté de chez moi. Mon père m'a dit non, mon fils, tu seras ingénieur. Certainement, beaucoup de gens connaissent cette histoire. Faut que tu sois ingénieur, faut que tu sois ci, faut que tu sois là. Et donc, il va me convaincre de faire une école d'ingénieur, mais je vais trouver une école d'ingénieur juste à côté de chez moi, spécialisée dans l'informatique. Je ne pensais pas que j'avais les capacités de faire prépa. Je n'avais pas envie de faire des trucs compliqués. Je n'avais pas envie de faire des études. Ce n'était pas mon truc. Ce n'était pas ma cam. Je m'en sortais en fait. Bien J'avais sûr. eu la chance de m'en sortir tout le long du parcours. En terminale S, ça a commencé un peu à se compliquer. En première S, terminale S, en maths, en physique, ça commençait un peu à taper. Les notes étaient un peu moins. En général, tout mon parcours jusqu'à la seconde, j'ai eu 14-15 de moyenne. Tu fous trop rien, ça passe. Première terminale, c'était un peu plus tendu. 3 mois avant le bac, j'ai bossé quand même. 3 mois avant le bac, j'ai pris mon pote Moreau, qui était hyper doué en maths, qui sera parti faire maths sup, maths spé dans la foulée, qui m'a expliqué l'intégralité du programme en 3 mois et pour que j'ai mon bac, tu vois. Ouais. Et donc ça se passe comme ça. Et donc mon père voilà, me force entre guillemets, quoi. On trouve le truc pour faire cette école d'ingénieur. J'ai jamais autant joué aux jeux vidéo toute ma vie et je développerai du business. On lancera une auto-entreprise dès la première année d'école d'ingénieur avec un pote à moi. On fera du porte-à-porte pour vendre des sites internet et c'est là que je vais commencer vraiment à me développer dans le web et à me développer dans le commerce. 2-3 ans plus tard, j'aurai un déclic où tous mes potes d'école d'ingénieur commencent à devenir bons dans leur domaine et moi, je suis un cheveu dans la soupe, en fait. Je suis un cheveu dans la soupe. Je passe mon temps à picoler, je rate les cours et ça a aucun sens. Et je vais décider à ce moment-là de faire autre chose. Je vais décider d'assumer, de quitter l'école, de dire à mon père que c'était une erreur, qu'on a perdu de l'argent, quoi, en gros, hein, parce que c'est une école privée. Il a cassé son plan retraite, mon père, pour me payer l'école. C'était genre, il mise tout, tu vois? Et il mettait énormément de pression et du coup, je vais poser mes couilles sur la table un jour et je vais lui dire: «Écoute, faut que je te parle, mais assis-toi, faut que je te parle», tu vois? «Mel, assieds-toi, faut que je te parle» et du coup, il va très mal le prendre, hein, pendant 2 ans, il me fera mordre la poussière, mais bon, c'est comme ça et donc à ce moment-là, je vais, accepter d'arrêter l'école d'ingénieur, mais pour arrêter, il faut que je retrouve quelque chose. Il est hors de question de lui annoncer que je vais quitter si je fais rien entre 2. Et donc je vais trouver une petite start-up, dans laquelle bosse un mec, avec lequel je suis à l'école et puis, c'est 2 geeks, qui devent des sites en sous-traitance et qui veulent commencer à développer leur présence et commencer à vendre des trucs de façon locale et je vais leur raconter des mythos. Je vais leur dire que, moi je fais ça, depuis que je suis gamin pour rigoler et cetera et puis qu'il y a aucun problème, je vais réussir, à vendre, tu vois? Alors que, pendant les 4 premiers mois où j'ai bossé pour cette boîte, je vendrais rien, de rien, de rien et c'était pas du tout le même job. Moi, je vendais des sites à 100 balles ou 200 €. Là, il fallait vendre des sites à 3 000 €. Bah, en fait, il fallait tout apprendre, quoi. Il fallait professionnaliser, il fallait avoir un discours, il fallait avoir une cohérence, il fallait connaître le métier et je vais quand même, reprendre les études et je vais faire une licence de commerce pour dire de valider un diplôme et de quand même assurer mes arrières, faire plaisir à mon père. Mais bon, je le ferai en alternance, donc je commencerai à bosser tout de suite. Et donc, je vais faire 3 mois, 4 mois comme ça de stage avant de quitter l'école en bossant pour cette agence web, cette petite start-up.
Après, je vais intégrer la licence. Je vais faire 1 an de licence en alternance. Et puis, je vais continuer commercial avant de partir pour une autre boîte à Paris où ça va vachement accélérer la dynamique et je vais rencontrer certainement la personne qui changera ma vie par le passé et par la suite. Et puis 2 ans, 1 an et demi après l'expérience à Paris, je lancerai mon business, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que justement, donc moi j'avais vraiment suivi ce parcours-là salarial. Tu as cette première expérience et tu le dis assez souvent finalement, c'est que tu avais quelque chose de plutôt correct, tu avais ta famille, tu avais ta petite amie de l'époque, du coup, tu avais un salaire et d'un coup, tu décides vraiment de partir sur Ah Paris. bah, c'est simple. En fait, à la fin de mon expérience à Valenciennes, du coup, à côté de chez moi, donc je vis chez mes parents, je bosse à Valenciennes. C'est moi qui ai négocié mon salaire. C'est-à-dire que c'est moi qui ai donné mes conditions salariales à mon employeur. Ils ne maîtrisaient strictement rien au commerce. Donc, c'était pas des commerciaux, c'était des techniques. En fait, c'est des gens qui m'ont appris beaucoup de choses d'un point de vue technique, mais pas d'un point de vue commerce. En gros, c'est un peu moi qui définissais un peu nos règles en interne d'un point de vue commerce. D'accord. Autant sur le volume des personnes que je devais prospecter, appeler, closer. Mes commissions, on les a définies autour d'une bière, tu vois. C'était vraiment la Walligen, quoi. C'était une start-up, quoi. On se créait tous. Et donc, à l'époque, je gagnais 1 700 € net. J'avais une carte gasoil, j'avais un téléphone, un ordinateur, tout payé. Ouais, J'avais et le boss s'était fait un délire. Il avait acheté donc j'avais une DS3 neuve. Puis après, j'ai upgrade et j'ai eu une Mercedes classe A 220, tu vois, une A220 avec le pack AMG et tout. Donc, autant te dire que j'avais une bagnole à 58 000 € à 21 ans. J'embauchais mes potes qui étaient encore en école d'ingénieur pour bosser pour moi pour faire mes sites. ouais, bien sûr. Ma vie était bien. 1 700 € net hors com, je faisais entre 2000, 2002, 2005 par mois. Ouais, c'est ça. Et je veux dire, pour beaucoup, vraiment, tu le dis dans le nord de la France à ce moment-là, bon, Ah bah je sortais en boîte, je mettais des bouteilles de champagne comme ça à tour de bras. C'était n'importe quoi. et, Ouais, ouais. et justement, qu'est-ce qui te pousse à tout quitter pour partir sur Paris et sur un nouveau poste? Est-ce que tu te rappelles peut-être de cette raison-là? La boîte à Valenciennes était pilotée du coup avec un type de VA qui était en sous-traitance pour un mec à Paris. Et donc en fait, la boîte était une petite filiale d'une agence beaucoup plus grosse parisienne qui faisait plus de chiffres, des plus gros clients, une vie parisienne, machin. Moi, mon stéréotype, c'était l'American Dream, quoi. Moi, je me voyais dans un costume sur mesure italien en haut d'une tour à Paris avec mon petit macchiato du Starbucks avec une assistante super bonne que je sauterais un week-end sur deux, tu vois. Donc, j'avais vraiment cette vision-là et je pense que dans ma tête, j'avais déjà imaginé qu'il fallait en fait, si tu veux, c'est parce que je voulais vivre une vie de ouf que je me suis dit des fois, il faut prendre des décisions de ouf. Ok, ok, je vois. En gros, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à imaginer ce truc, j'ai construit ma vie comme j'écrirais un livre ou comme j'aimerais qu'on me raconte un storytelling. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, complètement, mais complètement. Mais finalement, ça m'étonne pas plus que ça parce que c'est des décisions qui sont osées, mais qui reflètent ta Je personnalité. trouvais ça sexy en fait. Ouais, ah bah ça le fait, c'est clair, Si le plan il marche, c'est quand même une super histoire, tu vois. c'est clair, c'est vendeur. Mais j'ai fait beaucoup de choses comme ça dans ma vie. J'ai pris un billet, j'ai 5 000 € sur mon compte en banque. Je prends un billet d'avion qui me coûte 1 500 €, un aller simple pour 30, avec 30 jours de visa pour venir en République dominicaine pour rencontrer une gonzesse avec laquelle j'ai discuté 3 fois sur internet et je suis persuadé que ça va devenir ma femme. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait 2 ans, je suis toujours avec cette nana. Le même mois, j'ai encaissé 90 000 € net le mois où je suis venu. Donc, j'ai débloqué le problème d'argent, j'ai rencontré ma femme et j'avais aucune idée dans quoi je mettais les pieds. Ok. C'est Ouais, des décisions radicales comme ça que je trouve qui, des fois, il se passe des choses en fait. C'est des périodes de ma vie où tu vois, il y a des périodes de ma vie où j'ai décidé, j'ai dit ça, c'est un moment charnière de ma vie. Mais quand tu le vis, tu n'en sais rien que c'est un moment charnière. Mais si tu le dis et que tu le décides et que tu le visualises et que tu fais des actions hyper intenses et extrêmes pour faire que ce moment soit un moment charnière, soit d'un côté, soit de l'autre. Je t'ai pas dit que ça allait marcher, mais au pire, on va savoir ce qui se passe.
Et quand moi j'ai fait ça, en tout cas, ça marche. Ça marche, il se passe quelque chose, quoi. Ouais, mais je te rejoins complètement et on va reparler d'un autre moment charnière finalement. Tu choisis de quitter Valenciennes, tu arrives sur Paris, tu vis ton rêve américain, comme tu le dis. C'est la folie sur Paris. Et puis là, d'un coup, c'est pareil. Tu décides de tout quitter pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me raconter rapidement cette vie parisienne? euh, Quel est ce déclic-là qui te fait encore prendre tout un autre chemin finalement et quel chemin tu… Avant de partir à Valenciennes, je vais travailler de chez moi pour ce mec à distance. Et je vais continuer à piloter le truc, continuer de piloter le pôle en fait création web qu'on avait à Valenciennes, mais de chez moi. Euh, je gagne beaucoup d'argent, plus que ce que j'en gagnais en étant salarié à VA, parce que je vais avoir beaucoup plus de commissions et que je vais moi-même gérer ma propre production. C'est-à-dire qu'en gros, je vends un site, je le vends 5000. Je vais vendre le site 5000. Je me démerde pour le faire à 1000 euros. Je vais être payé sur les 4000 euros. Okay. Et donc, je vais faire 3-4 coups comme ça où je vais gagner bien. Sauf que je suis tout seul dans ma chambre. Je suis en chemise, cravate, slip. Ouais. Ça, je m'en souviendrai toujours. J'étais en call avec un gars à Nice, je sais pas quoi. C'était un gros site à 40 000 euros. J'avais jamais travaillé sur un projet aussi gros et tout à l'époque. Et on est en train de discuter, de négocier avec le mec. Je suis à mon max de niveau de sérieux pour un gamin de 21 ans à l'époque, 22 ans peut-être quand je commençais ça. Et là, tu entends Enzo, on mange. Et là, si tu veux, tu perds toute crédibilité déjà. Et puis tu te dis merde, c'est pas ça que je voulais, tu vois. Et moi, je voulais être au contact de ce mec. J'étais parti une semaine bosser pour lui à l'époque sur un pari. Que j'avais pris dans mon ancien job, une semaine de congé sans solde. Et j'étais parti pour travailler pour lui à Paris pendant une semaine. Et si ça se passait bien, il devait m'emmener chez son couturier pour que j'achète un costume. Okay. Et moi, c'est ça que je voulais en fait. Je voulais la vie à Paris avec le mec. Je voulais me faire mentorer. J'avais déjà cette vision à l'époque du mentoring. Alors, je ne l'appelais pas comme tel, mais je voulais qu'un vieux m'apprenne la vie. Ouais. Je voulais qu'un vieux m'apprenne les mœurs, les us et coutumes du commerce, comment on fait du business, comment on devient riche. Inconsciemment, je l'avais déjà dans la tête. Tu vois. Et donc, là, en étant chez moi, depuis chez moi, ça ne marchait pas. Et lui, il ne voulait pas Parce que moi, je lui ai dit, je viens à Paris, mais je veux le même pouvoir d'achat qu'ici. Forcément, ce n'était pas le même prix. Il fallait qu'il me paye mon appartement, il fallait qu'il me paye mes transports, etc. Il fallait qu'il paye beaucoup de… Et il me dit, tu es trop jeune, c'est un trop gros risque. Je ne suis pas sûr d'avoir un retour sur investissement immédiat avec toi, c'est des trop électrons libres. Et un jour, je l'appelle et je lui dis, écoute, j'ai pris une décision et tout, on va arrêter là en fait. On va arrêter là. Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas qui je suis. Je vais aller 6 mois en Thaïlande en backpacker et quand je reviendrai, je saurai ce que je veux de la vie. Parce que je ne savais pas en fait quelles étaient mes forces, mes faiblesses. J'arrivais pas à savoir qui j'étais, tu vois. C'est pas simple de faire une introspection comme ça. C'est pas simple du tout. Surtout quand tu es hyperactif, surtout quand tu n'as pas d'expérience, machin. En fait, il y a plein de façons de voir l'histoire, mais si ça s'arrête là, j'ai 22 ans, ok, je gagne 2500 euros par mois, mais je fais des conf calls et je vends des trucs à des mecs que je sous-traite à mes potes. En slip dans ma chambre, je vis chez mes parents. J'arrive même pas, je suis pas expert dans un truc, je suis pas excellent dans quelque chose. Très compliqué de voir ça. Et j'avais besoin de tout ça à ce moment-là. J'avais un manque de confiance en moi qui faisait que j'avais besoin de tout ça. Bien sûr. Et il dit ah bah c'est con parce que bah j'avais une proposition à te faire quoi. Ah, pas de chance à ce moment-là. On est jeudi et je vais commencer à travailler le lundi à Paris. Donc je vais arriver le lundi même. Je vais arriver directement au bureau. Il va me laisser sur le bureau les clés d'un appartement à Rosny-sous-Bois dans le 93 et je pousserai les portes de cet appartement à 20h. Il fera noir. Il n'y aura pas d'électricité parce que l'électricité est coupée. Il y a un matelas posé au milieu d'une pièce. Et ça, c'est la nouvelle vie pour laquelle je viens de signer. Je me souviens que je pleurerais ce soir-là comme une merde. J'appellerai ma mère en disant mais quelle décision j'ai prise de me retrouver dans un bled parce que les clés vont pas marcher en fait. Les clés pour ouvrir la porte vont pas marcher. J'ai plus de batterie. Il est 21h, je suis à Rosny-sous-Bois dans le 93 dans
dans un bloc d'appart et je me demande ce que je branle là, tu vois? Le rêve américain commence pas, finalement. Ouais, c'est compliqué, quoi. Et finalement, 2 jours plus tard, je serai sur une terrasse parisienne complètement bourré au champagne et je commencerai à me faire mes premiers copains et l'aventure va commencer. Une aventure incroyable va s'ensuivre. Ce type, Nico, du coup, deviendra, mon mentor, sera toujours mon associé aujourd'hui, 6 ans plus tard ou 5 ans plus tard et je vais faire les rencontres les plus incroyables de ma vie. Je vais complètement, changer ma vision de moi-même. Je vais travailler sur des projets jusqu'à 80 000 € le projet. Je vais gagner jusqu'à, je sais pas, 8 000 ou 10 000 € par mois en étant, salarié. Faire des coms trimestriels, dépassant, les 15 ou 20 000 €. Je vais acheter mes premiers appartements. Je vais devenir agent immobilier. Il va se passer énormément de trucs. Mais dans tous les cas, depuis le début et Nicolas le savait, heu, moi je lui avais dit: «Je viens là pour apprendre, en fait». C'est-à-dire qu'on a fait, quasiment ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat. C'est-à-dire j'avais ma propre comptabilité, j'avais mes propres équipes et je devais me démerder. Mais il était mon filet de sécurité, quoi. Ouais, OK, tu avais quand même cette sécurité malgré tout, quoi. Il me formait à l'entrepreneuriat, en fait. OK. Il me formait à l'entrepreneuriat. Et du coup, quand je vais découvrir le business en ligne, je vais partir à Bali en Noël 2015. Ça faisait 2 ans que j'ai pas fait Noël avec mes parents, je pars à Bali, je peux pas partir, en fait. Je me rends compte que je peux pas partir parce que si je pars à aussi loin, genre une semaine, ou 2 semaines, quand je reviens, mes clients sont également revenus. Comme je suis en retard sur les projets, je peux pas et rattraper le retard et revenir en même temps que mes clients de vacances. Tu vois? Ça marche pas. Il faut que je bosse pendant les vacances et donc au début, je vais quasiment ne pas partir. Je me dis: «C'est incroyable, j'ai jamais gagné autant d'argent de toute ma vie et je ne peux pas partir en vacances». Tu vois? À quoi ça sert? Et je vais décider de partir à Bali en disant au début, 1 semaine seulement, alors qu'en fait, je vais rester 2 semaines. Et je le dirai pas au début, à Nico. Et je vais partir là-bas et je vais voir qu'en fait, loin de mes costumes, loin de ma montre de luxe, loin du champagne, des machins, des trucs, je suis pas moins heureux, en fait. Et il y a plein d'autres trucs que je pensais, waouh, on m'a menti, quoi. On m'a OK. menti. Le premier on m'a menti, c'était, il faut avoir un bon diplôme, un bon truc, un bon machin pour gagner de l'argent. Bah, on m'a menti. Je gagne plus d'oseille que mes parents, je gagne plus d'oseille que tous mes potes qui sont ingénieurs, alors que j'ai pas fini le diplôme. Boum, on m'a menti. Deuxième on m'a menti, c'est j'arrive, à Bali, je découvre un autre monde, autre chose. C'est vraiment la question du bonheur là, à ce moment-là, qui commence à se faire sentir et putain, on m'a menti, quoi. On m'a menti parce que, mon boss à l'époque pour qui je bosse, Nico, il est tout ce qu'on peut voir de réussite de l'extérieur, mais il est également tout ce qu'on ne veut pas être, en termes humains parce qu'il était très triste au moment où je l'ai rencontré, tu vois? Et donc bah, on m'a menti et en fait, il y a autre chose et donc je vais rentrer de ce voyage en lui disant: «Il faut qu'on crée des revenus en ligne, il faut qu'on crée des revenus qui ne dépendent pas de notre temps. Il faut que tout ce qu'on fait pour nos clients, on le fasse pour nous et il faut qu'on soit libre». OK. Donc c'est vraiment lors de ce voyage à Bali que finalement tu prends conscience et qu'il y a un réel déclic qui se joue, quoi. Ouais, il y aura la formation en même temps, je vais commencer à me former, en fait, il y a l'immobilier. Il y a l'immobilier avec les revenus passifs que tu peux générer à travers les loyers. Lui qui avait déjà commencé à investir et moi qui fais mes premiers achats avec lui, pour lui. La formation, du coup, pour se former à l'immobilier, Olivier Seban, puis j'arrive sur Cédric Anissette, tout ça. Puis là, je découvre que tout ce qu'on fait pour nos clients en termes de stratégie marketing et tout, des trucs qui font ça pour eux, ils vendent leurs propres produits avec des marges incroyables et ils se font du fric. Moi, j'avais beaucoup de clients dans l'e-commerce, mais dans l'e-commerce tradi. Ah, OK. J'avais des gens, ils avaient des warehouses, ils avaient des campagnes de pub qui devaient sous-traiter à des agences, ça leur coûtait une tonne. Moi, je faisais des sites e-commerce. En dessous de 10 000 €, je ne travaillais pas avec toi. Je faisais des sites e-commerce à 50 000 €. Moi, pour moi, l'e-commerce, il fallait de l'argent, il fallait être gros, il fallait avoir une marque. Découvre un mec comme Sébastien Cerise qui, à l'époque, vendait sur Facebook avec des putains de screenshots d'hameçons d'hameçons pour pêche, qui faisait 4 € de marge nette par produit, qu'il en vendait des centaines par jour. Ma tête, elle explose, tu vois? Je comprenais rien à ce qui se passait. Ouais, là, à ce moment-là, prise de conscience et tu découvres qu'il y a finalement il y a autre chose, quoi. Là, il y a Un un autre monde, un autre monde et du coup, on décide de poser des projets
mais de rester comme ça. C'est-à-dire on développe les projets, tu vois, en parallèle de l'agence. Et en 6 mois, il ne se passera rien. Il ne se passera rien, rien ou presque. Donc, je vais lancer mon blog, je vais lancer mon truc et tout. Je commence à faire des vidéos. À l'époque, on faisait beaucoup d'immobilier. Et puis, on doit lancer des trucs. Alors, on doit lancer des formations sur le WordPress. Vu qu'on est une agence et on fait beaucoup de WordPress, je dois lancer des formations sur le WordPress, créer des modules pour vendre des modules. On a pas mal d'idées aussi sur la formation en immobilier. Parce qu'à l'époque, on achetait aux enchères. On a investi 1 million d'euros d'immobilier quand je l'ai rencontré, ce mec. Et donc, du coup, ça commence à être sérieux quand même. Il commence à se passer quelque chose. Et donc, on pensait à créer une formation sur lui, retransmettre ses apprentissages, etc. On fera rien. On fera rien parce qu'en fait, ce n'est pas une nécessité. C'est-à-dire que comme l'agence est le truc qui fait le gagne-pain, Ça tourne. tu focuses sur le gagne-pain, quoi. Finalement, tu es toujours dans cette situation un petit peu merdique entre j'ai le confort et il y a l'autre côté inconfort qui peut me rapporter plus, mais bon, tant que j'ai pas les résultats, finalement. Exactement. Et donc, je vais quand même vendre ma première formation. Je vais vendre ma première formation dans le cadre à un client de l'agence d'ailleurs. Je la vendrai bien. Donc, formation plus accompagnement, hein. Ce ne sera pas juste une formation en ligne, mais je la vendrai 7 000 € ma première formation. Donc, bien costaud. Sur comment créer un business en ligne, ce qui est drôle. Mais bon, on avait pas mal d'outils, on avait pas mal d'expérience avec l'agence pour présenter ça, mais je connaissais rien à tout ce milieu de landing page, de créer des systèmes automatisés. Donc, j'ai appris avec mon premier client, en fait. Et donc, je vais partir là-dessus. Et puis, en fait, l'agence, ça empêchera de se lancer, quoi. Et donc, je vais quand même faire des voyages. Je vais visiter un peu l'Europe de l'Est. Je vais m'éloigner de l'agence d'un point de vue physique. Je vais partir de Paris, en fait. Ok. Mais je continue à travailler pour Nico. Et puis, à un moment donné, je lui dis, écoute, il faut couper l'agence, en fait. Il faut se mettre en danger. Il faut se mettre en danger, mais je partirai quand même, et ça, tout le monde ne le sait pas, je vais quand même partir avec un coussin de sécurité. Il va mettre 10 000 € sur un compte. Et ça va être mon coussin de sécurité, en fait. Il va mettre 10 000 € sur un compte. Moi, j'ai 10 000 € sur mon compte perso quand je vais quitter. Et lui, il va mettre 10 000 € sur le compte de la société en mode, voilà, c'est l'argent pour développer les projets qu'on doit développer. Pour investir dans la pub, entre guillemets, pour payer, machin. Voilà, on s'associe. Moi, je fais rien, je te mets la thune et toi, tu fais fructifier cet argent. 6 mois plus tard, l'argent n'aura pas bougé et je n'aurai rien fait des projets qu'on avait définis. Ok. Voyage uniquement. Exactement. Non, pas voyage. J'aurais fait voyage plus dropshipping plus Enzo Honoré, mais j'aurais pas développé les projets qu'on devait développer. Et j'ai développé ma communauté, j'ai créé des vidéos et je me suis formé et j'ai lancé ma première boutique de dropshipping. Mais j'aurais rien lancé des projets qu'on avait définis. Et je me souviens parce que je suis en Thaïlande, je ne sais plus où à ce moment-là, mais au coin d'une piscine, on a cette conversation et il me dit, mais elle est où la thune? Je dis, mais la thune, elle est sur le compte en fait. Mais j'ai rien fait. Ah, bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas. Je sais pas. Mais j'ai pas envie de faire ces projets-là. Et donc, ouais, ça va se passer comme ça pendant à peu près. J'ai démarré mon blog en février. Et pendant 9 mois, il n'y aura pas vraiment de vente. Ok. La première vente, elle se fera en novembre 2016. 2016, ouais, j'allais te demander l'année. C'est 2016. Ouais. Novembre 2016, je ferai ma première vente le même jour d'un groupe d'accompagnement, d'un groupe de soutien qui s'appellera le Bateau Pirate. Ok. Dans lequel j'avais promis ou j'avais annoncé que j'aiderais les gens à marketer leurs produits, à commercialiser leur offre et en même temps qu'on était un groupe de soutien et qu'on avançait vers notre liberté individuelle. C'était une sorte de mastermind. Non. Formation en ligne, mastermind, groupe de soutien, ouais. Je ne Ah, connaissais pas tous ces termes-là à l'époque, quoi, mais je m'étais dit, je vais partager mon expérience de marketing et de commerce que j'ai appris en agence et puis on va se soutenir, on va avancer, quoi. Tu sais, dans tous les cas, les gens, ils m'appelaient, c'était un coaching privé en même temps, hein, tu vois. Tu délivres tout. Tu sais, à l'époque, je donnais tout, moi. Quelqu'un, il m'appelait pour me demander un conseil. Je passais 4 heures au téléphone avec lui pour l'aider, tu vois. C'est open bar. Tu n'as que ça à faire. Tu es tellement heureux de pouvoir kiffer et créer ça que voilà. Je faisais des vidéos sur YouTube. On était entre 20 et 40 vues par jour ok. pour une vidéo journalière, tu vois. Et c'était magique. C'était la liberté. Et ouais, je suis à Koh Chang. Je fête Noël tout seul, du coup, en plein milieu de l'océan, là. Et, euh, et le même jour, je vais faire ma première vente d'un bracelet Bouddha, du coup. J'ai un bracelet comme ça, là. Petit Ok. bracelet comme ça, tout simple. Je fais ma première vente.
et la première vente du bateau pirate également. Ok. Voilà. Plusieurs mois plus tard. Et après, depuis cette première vente, sur les 12 prochains mois, je ferai 100 000 euros. Sur les 12 mois d'après, j'en ferai 350 000 à peu près. Et sur celui d'après, je ferai 650. Ok. Voilà. Peu de choses près. Par rapport à ça, finalement, on voit que tu as eu. C'est quand même parti relativement rapidement, en 2 ans. Du coup, tu as commencé à faire des gros chiffres. Est-ce que tu as un truc qui t'a fait switcher est-ce que tu as pris conscience aujourd'hui peut-être de cet élément-là qui t'a fait switcher et développer ton activité? Les 4 ans de commerce avant, le premier site e-commerce que tu as monté à 18 ans. En fait, c'est à partir du moment où, d'un point de vue mindset, tu vois comment utiliser tes compétences et que tu sais les utiliser. Et en gros, les 9 mois où je galère, j'ai énormément d'informations, de techniques, de stratégies, de machin, mais j'arrive pas à faire de tout ça un bon puzzle qui marche. Ok. Aujourd'hui, c'est la grosse différence. Ok. C'est-à-dire que j'avais les mêmes informations théoriques, mais je savais pas les utiliser entre elles. Ouais, tu n'arrivais pas finalement à les assembler pour construire quelque chose. Ok. Et c'est Ouais. intéressant. Effectivement, j'en ai changé il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est que finalement, aujourd'hui, on a la connaissance, elle existe finalement actuellement. L'information, elle est là, ouais, pas de problème. Mais c'est l'assemblage et comment on monte ça et comment on construit tout ça et comment on construit le plan Ouais, finalement. puis c'est complètement cohérent par exemple, par rapport à ce que je vends. Aujourd'hui, pour moi, je fais des lives de 4 heures de contenu. Le contenu, pour moi, il n'a pas beaucoup de valeur en gros. J'ai du mal à te vendre une information. Je l'ai déjà fait de temps en temps. Euh, j'ai du mal. Te vendre une info, juste une info en elle-même, que l'information ait de la valeur, j'ai du mal parce que je viens un peu de cette communauté hacker aussi et puis parce que je pense que dans tous les cas, la majorité du temps, l'info, elle est disponible. Par contre, ce que je fais facturer et ce que je fais facturer cher, c'est l'intégration de cette information dans ton système. Ok. Donc, à travers de la formation, du coaching, ou du coaching de groupe ou peu importe. Mais en gros, Enzo Honoré, c'est une expérience. Tu la vis. C'est pas juste une info, tu vois. Et ouais, ça, j'ai mis du temps avant de le comprendre, de savoir l'utiliser et savoir jouer avec. Ok. Super intéressant. Et justement, par rapport à ça, donc, tu parles d'Enzo Honoré actuellement, le projet, tout ce qui t'entoure, etc. Et quels sont tes projets, quelles sont peut-être tes offres, peut-être que tu vas en parler aujourd'hui, sur quoi on peut te retrouver par rapport à ça. Ouais, j'ai pas l'habitude de faire de la promo en général quand je suis à l'extérieur, mais le plus facile aujourd'hui pour me découvrir, c'est ça. C'est Millionnaire Mindset, mon bouquin. C'est justement, je parle de tout ce moment-là. Du moment où j'ai quitté mon job, créé un business et fait le tour du monde en un an. Et comment est-ce que j'ai fait pour doubler mes revenus en ligne en 3 mois, en gros, tu vois. Et donc, tout ça est accessible ici dans mon bouquin. Je ne marche pas sur le bouquin. C'est une stratégie de free plus shipping. Ça couvre mes coûts de production et mes coûts d'expédition. Sachant que pour envoyer un bouquin de 350 pages en France, ça coûte à peu près 8 balles avec un numéro de suivi. Donc voilà, je gagne pas beaucoup je gagne pas, en fait, je gagne rien. En gros, je facture 13, le bouquin me coûte 12,50 frais Stripe inclus. Là-dedans, il y a tout. Et en fait, c'est très drôle, c'est que c'est un projet que j'ai commencé en 2017 et c'est déjà ce que je voulais faire, c'est-à-dire du développement personnel. Là-dedans, c'est ce que je vis, c'est toutes les techniques qui m'ont vraiment permis d'évoluer, mais pas les techniques marketing, Ouais, les techniques entrepreneur. réelles, quoi. Ouais, ce qui se passe dans ta tête, quoi. Ça, c'est le meilleur moyen de me découvrir. Après, aujourd'hui, j'ai des masterminds en ligne, des groupes d'entrepreneurs en ligne, par exemple avec La Tribu, où en gros, c'est la plateforme. C'est la plateforme sur laquelle tu vas pouvoir avoir tes deux pieds bien posés, stabilisés et décoller. Si mets-toi debout sur un ballon bien gonflé et essaye de sauter. C'est pas stable, tu te casses la gueule. C'est exactement pareil. L'environnement aujourd'hui, les gens avec lesquels tu échanges au quotidien, tous les jours, c'est quelque chose d'essentiel selon moi. Et c'est vraiment ce qui peut te permettre soit de réussir, soit de te casser la gueule. On est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps, avec lesquelles on côtoie le plus. Citation incroyable de Jim Rohn, mentor de Tony Robbins et mentor incroyable pour tous les gens aujourd'hui qui cherchent à faire du business et à se développer personnellement. Et aujourd'hui, c'est ça que j'offre aux gens. C'est cette plateforme, c'est ce groupe, c'est ce suivi, cette énergie, cette motivation, cette capacité à pouvoir passer à l'action no matter what, coûte que coûte, et d'atteindre tes objectifs en fait grâce à ça. Derrière, bien évidemment, on a des offres beaucoup plus premium avec du coaching de groupe à 5 ou 8 personnes, 10 personnes
des ateliers physiques dans lesquels tu rentres et tu ressors une personne complètement différente, où on va travailler beaucoup sur la croyance de qui tu penses que tu es et qui tu es vraiment, ce que tu as vraiment envie de faire, ce que tu as vraiment envie d'être, de représenter, vivre et faire exploser ton niveau de confiance en toi. Aujourd'hui, moi, c'est toujours pareil. Tout ce qui bloque chez n'importe qui que je rencontre, c'est qu'à un moment donné, il n'est pas sûr de lui dans sa capacité à pouvoir réaliser ce qu'il doit vraiment réaliser. Et si tu enlèves ce problème-là, si tu lui permets de faire le premier pas tout en bas de l'escalier sans avoir besoin d'être sûr que l'escalier il arrive au bon endroit, cette personne va faire des choses incroyables dans sa vie. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là et j'aide les gens à faire ça et à kiffer de ouf. Bah, écoute, merci. Et c'est clair, je te rejoins, c'est que finalement, on l'a dit en tout début et on le redit quasiment à la fin, c'est que ton état d'esprit va refléter tes actions et tes actions vont refléter tes résultats. Et si aujourd'hui tu as un état d'esprit qui est faible, tes actions seront faibles et tes résultats finalement en découleront. Donc, je te rejoins complètement. En tout cas, je te remercie vraiment pour le partage de ton parcours. On va finir par les 5 questions. Donc, on a vu que c'était beaucoup oser, tenter, vivre ses rêves finalement. Mais on va finir avec les… Ouais, la meilleure citation que tu peux donner à ça et que je pense, parce que moi, j'étais le premier à souffrir de ça, à souffrir de je ne mérite pas, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, qui je suis pour faire ça, qui je suis pour oser, etc. Et en fait, c'est Jean-Claude Duss, quoi. Philosophie Jean-Claude Duss. Oublie que tu n'as aucune chance et fonce. Et je pense que c'est ça ce qui m'a permis de faire les choses, euh, genre de négocier comme un putain d'enculé quand je suis arrivé à Paris, etc. C'est qu'à un moment donné, j'ai osé me prendre pour qui je n'étais pas. J'ai fait beaucoup dans le fake it que je ne recommande plus forcément aujourd'hui, mais moi, j'avais besoin de ça parce que j'avais un tel manque de confiance en moi qu'il fallait que je joue un personnage pour faire des choses. Et c'est le fait d'avoir fait ces choses-là qui m'ont permis de comprendre qui j'étais, ce que je voulais et là où je devais aller. Donc, oublie que tu n'as aucune chance et fonce. C'est un peu ce que tu peux retirer de mon expérience, quoi. Parce que dans tous les cas, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Non. Okay. Eh bien, écoute, tu vas peut-être devancer finalement l'une de mes 5 dernières questions. Là, c'est cinq, Allez. 5 questions personnelles. Tu y réponds pas, c'est toi qui vois. Et on commence par la première. Moi, j'ai un truc qui me choque, je dirais pas qui me choque, mais que finalement, tu as un job plutôt sympa à Valenciennes. Et là, tu dis, OK, je quitte tout, je vais sur Paris. Tu arrives sur Paris, tu as un job qui est plutôt sympa et tu dis, OK, je quitte tout, je lance mon entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un pourquoi profond à l'intérieur qui te fait faire tout ça, quoi? J'étais persuadé de mériter plus. OK. J'étais persuadé de devoir faire plus. Je pense vraiment, et c'est toujours un peu le cas, que je suis un être particulier, quoi. Comme on pense tous qu'on est particulier, comme on pense tous que l'on est spécial. Sauf que je pense que le monde qui nous entoure fait qu'on va arrêter d'y croire, en fait. Qu'on va se dire, ouais, bon, bah, finalement, en fait, je vais peut-être arrêter de croire que je suis spécial, machin. Je vais peut-être me ranger dans cette case, là, ça a l'air cool, et puis c'est OK. Et moi, il y avait toujours ce truc à l'intérieur qui me disait, ah non, putain, on peut pas se satisfaire de ça, quoi. On veut plus. J'ai toujours voulu plus, j'ai toujours voulu mieux. Je veux le max de cette vie, quoi. Putain, je veux le max de cette vie. Aucun Et regret. alors, au début, avec beaucoup d'envie qui était malsaine, d'accord? Avec beaucoup d'envie qui était mal intentionnée, qui était de tout gagner, qui était de tirer la couverture de mon côté, qui était très égocentrique aussi, mais en tout cas qui me permettait de passer à l'action. Et le pourquoi qui m'a drivé, c'était de gagner en fait. Je suis un gagnant, c'est un challenge et je veux gagner. Et moi, je veux goûter à tout le meilleur de cette vie. Et, et que j'étais très. Si tu me disais que 5 000 €, c'était pas beaucoup, demain, c'est ce que je croyais. Mhm. Je pense que j'ai été tellement en mode éponge, j'étais tellement flexible d'un point de vue croyance que c'est ça qui m'a permis en fait d'évoluer rapidement. C'est-à-dire que quand je gagne ça à Valenciennes, je gagne ma vie, machin, et que le mec me met dans ma tête que je peux gagner beaucoup plus et que je peux être beaucoup plus, tout de suite, les voix de mes parents, mon entourage, ce que je pensais, ce que je croyais, n'existaient plus en fait. Mhm. Je ne voyais plus qu'une seule autre chose. Et c'était ce que j'étais capable de créer ou d'avoir. Et en fait, ça a été ça à chaque rencontre.
Ok. À chaque rencontre, la nouvelle croyance que le mec allait me mettre dans la tête, c'était mon goal. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu reprends mon parcours, toutes les rencontres que j'ai faites, elles ont un ordre chronologique et il y a un peu je suis toujours allé chercher quelque chose chez quelqu'un que j'allais interviewer, avec lequel je bossais et cetera et j'ai grandi comme ça. Et donc le pourquoi, c'était cette croyance profonde que je peux être plus et que je veux plus. Et aujourd'hui, alors il y a des choses que je dis j'aime et je ne sais pas si j'y croyais vraiment. Heu, j'ai été longtemps persécuté par cette idée d'avoir un pourquoi fort, sans vraiment comprendre ce que ça représentait. J'avais envie de rendre fiers mes grands-parents. Mon grand-père a traversé la frontière pour venir traverser en France, passer par les montagnes sans papier. Il s'est retrouvé, au-dessus de Valenciennes, là, dans un bled, sans papier, sans savoir parler la langue, avec une adresse écrite sur un bout de papier et en devant aller chez quelqu'un, tu vois? Ouais. Et ce type, il s'est battu, tu vois, pour faire que ça marche, tu vois? Il a fait 2 boulots toute sa vie, machin et pour au final avoir quoi? Bah, avoir, une petite maison dans le nord de la France et puis pu avoir des enfants et leur donner une éducation avec, un minimum, hein. Mon grand-père, il a 1 000 € de retraite, tu vois? C'est que dalle, mais il a eu une vie, quoi. Alors que au village en Italie, je sais pas quelle vie il aurait eu, tu vois? Sachant qu'aujourd'hui, le revenu moyen au village est pas énorme, hein. Mais bon, voilà, il a rêvé plus. Il s'est démené pour créer ça. J'ai vu mon père se démener aussi, et j'avais un truc et que c'est toujours le cas d'ailleurs parce que bon, ma grand-mère est décédée, mais mon grand-père est encore avec nous. Je m'étais dit: «Il faut que je passe à la télé» Ok. parce que c'est le seul moyen de communication que lui connaît, D'accord. pour voir que, Pour tout ce qu'il valider. a fait a du sens, tu vois? Ah, bien sûr. Ok. Que je lui rendre un peu. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai écrit un bouquin. Là, quand il a eu le bouquin, quand on lui a dit, bon, déjà, il parle pas, il parle bien français et tout, il comprend ce qu'il veut de temps en temps, tu vois. Tu lui dis que tu écris un bouquin, il dit ouais, ok. Je lui mets le bouquin dans les mains et je lui lis un passage que j'ai écrit pour lui, qui est au début, là, dans les 10 premières pages du bouquin où je lui parle à lui, quoi, quasiment, ou en tout cas, je parle de l'héritage de mes grands-parents. Et là, il y a deux doigts d'avoir une petite larme à l'œil, tu vois, tout ça. Là, ça l'impact. Mhm. Je suis passé dans les journaux un peu locaux, tout ça, bon, vite fait, tu vois? Mais sans plus. Il sait toujours pas ce que son petit-fils y fait. Ok. Mais quand je gagnais 150 000 € par mois, et il se rendait pas compte, en fait. Ok. Lui, il me dit, il voyait que je voyageais, tu vois? Mais il en sait rien, tu sais? Tu es à l'autre bout du monde, déjà, il est jamais allé, il sait même pas situer ça sur une carte et puis il s'en fout, tu vois? Il a aucune idée de ce que tu fais parce qu'il comprend pas le milieu du web, il comprend pas tout ça, donc même YouTube et tout ça n'a aucun impact pour lui, ça comprend pas, c'est pas dans son schéma de valeurs. Je m'étais dit: «Je veux passer à la télé», pour qu'il puisse voir que, ben voilà, il s'est fait chier toute sa vie, il a construit quelque chose, mais que l'héritage est entre bonnes mains et effectivement, aujourd'hui, l'héritage est toujours quelque chose de très important dans ma vie et je veux laisser un héritage pour moi, pour mes enfants, pour mes proches, pour mon cercle proche et mon cercle proche, il a pas de limite et aujourd'hui, j'ai envie de je le dis dans quelques textes parfois, co-créateur d'un monde meilleur, ouais, co-créateur d'un monde meilleur. J'ai eu la chance d'avoir sur mon parcours des gens comme Nico et d'autres que j'ai pas cités dans cette interview comme Patrick, comme Manu, comme plein de gens qui, sur mon chemin, ont été des gens qui m'ont mis une tape dans le dos et m'ont dit: «Tu peux y aller gamin, quoi. Vas-y». Ok. J'étais terrorisé, j'avais aucune idée de quoi faire, ni où aller et tout et ils m'ont dit: «Mais tu vas le faire. On sait pas ce que tu vas faire, mais tu vas le faire». Et c'est un truc que m'a dit d'ailleurs Stan Leloup aussi quand on s'est rencontrés, qu'il avait même dit, je pense, en podcast ou en interview, il a dû dire un truc du style, «Quand je t'ai rencontré, je savais pas ce que tu allais faire, ni dans quoi tu allais réussir, mais je savais que tu allais réussir», tu vois? Et Ok. aujourd'hui, j'estime que j'ai toujours pas donné raison, à sa prophétie, tu vois? Et alors je sais un peu plus qu'hier dans quoi je vais réussir, mais dans tous les cas, toute ma vie, j'étais persuadé de ça. Qu'un jour je serais célèbre, qu'un jour je serais connu, que ma vision et que ma parole auraient un impact et que j'ai été capable de faire bouger un peu les choses à mon échelle, ouais. Ok. Ouais, donc finalement, si je synthétise bien, c'est vivre cette vie à fond, la vivre à 200%, n'avoir aucun regret, et puis si on peut impacter et laisser une trace de soi sur ce monde, c'est pas mal. Ouais. Ok. Et ouais,
Au départ, un peu égocentrique, argent et vouloir kiffer quand même. Ok. On va pas se mentir. Ouais, c'est aussi la jeunesse plutôt. Mais ok, deuxième question. Est-ce que tu as une difficulté ou un échec vraiment puissant que tu as su surmonter et sur lequel tu as vraiment retiré finalement un enseignement fort qui te sert aujourd'hui dans les vie? Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Les premiers, c'est arrivé quand mes clients, ils m'ont enculé. Ça peut être pro ou perso, hein. Ça peut être pro ou perso, je le précise au cas où. Oui, mais il y a tout. Il y a la perte d'un proche, en perso, la mort. Quand tu vois la mort, tu commences à vivre différemment. C'est cliché, mais c'est réel. Je fais beaucoup d'enterrements quand même. Il y a des gens, ils me disent: «Ah, moi, j'ai jamais vécu d'enterrement». Je dis: «Bah, frère, je sais pas comment tu fais». J'en ai fait plein. J'en ai fait plein et j'ai vécu des enterrements très heureux et j'ai vécu des enterrements très tristes. Hem, Aujourd'hui, j'ai plus qu'un grand-père et j'ai eu les 4 enfin, j'ai connu les 4, j'ai partagé avec les 4, donc c'est des trucs que tu vis quand même. J'ai perdu, des camarades quand j'étais au lycée et quand tu as 17-18 ans, 16 ans même, c'est pas ta place en fait d'aller, on était toute la classe à se retrouver à l'hôpital, avec un pote qui est dans le coma, c'est bizarre, tu vois? Et le type va jamais se réveiller. Ça te marque en fait et je pense que je l'ai compris plus tard d'ailleurs que ça m'avait marqué autant que ça. J'ai perdu un autre pote, dans un accident de la route, heu, un type qui était certainement aussi doué que moi et peut-être même plus doué que moi et plus génie que moi, mais bah, qui justement avait arrêté de croire qu'il pouvait en fait, tu Ok. vois? Je pense vraiment que la ta capacité à croire en toi peut changer ta vie à tous les niveaux et je pense que, bah, tu sais, chez nous, quand tu crois pas en toi, tu te drogues, tu deals et tu deviens alcoolique, quoi. Et je suis passé par un peu ces étapes-là aussi, tu vois? Sauf que j'ai des potes qui y sont restés et notamment, bah, ce pote, je pense qu'il est resté un peu trop longtemps, tu vois? Et ce soir-là, ça a été fatal. Je pense que ça te marque, même si, je c'est très drôle parce qu'avec du recul aujourd'hui, je le sais, mais au moment où c'est arrivé, j'étais genre mais j'étais genre, méprisant, en fait. Je dis: «Mais, c'est un con, en fait». Dans tous les cas, bah, il a merdé et tout, et c'est un con, tu vois? Et en fait, j'ai compris par le passé que c'était mon ego et j'étais trop triste, en fait, mais j'étais incapable de l'assumer sur le moment, tu vois? Donc ça, c'est des trucs humains qui te démontrent le voyage, rencontrer des gens, partir à l'étranger, backpacker, le voyage de luxe. Celui-là, c'est encore d'autres étapes qui se passent dans ta tête, mais quand tu payes des trucs de ouf que tu aurais jamais pu, ou cru pouvoir te payer, ça te marque de ouf. Quand tu vis des expériences que tu croyais impossibles pour toi, ça te marque de ouf et tu en veux encore plus. Professionnellement, les premières carottes, comme je te disais, ouais. Comme moi, j'avais vraiment ma compta, ma vision. J'avais une vision de ce que c'était que la marge, le coût salarial, et cetera, très, très tôt. Et je me suis fait berner par plusieurs clients. J'ai des clients qui m'ont mis des bananes et voilà, moi, quand je prenais une banane, c'était mes sous, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, c'était pas mes sous parce qu'il y avait toujours Nico qui me couvrait. J'avais toujours Nico en backup et qu'il m'a jamais versé un salaire négatif, même quand je m'étais planté. Alors que s'il aurait appliqué les règles qu'on avait définies, il l'aurait fait. Parce que j'ai déjà perdu plus de 10 000 € sur un client. Ouais, après, je pense que c'est ça qui fait grandir finalement, tu vois. Ah bah, c'est les bananes que tu les prends une fois, tu les prends pas 2 fois, hein. Ce genre de banane, ça t'apprend la vie. Et donc ça m'a appris le commerce, ça m'a appris la prestation de service, ça m'a appris le cadrage, ça m'a appris les cahiers des charges, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Les amitiés, les partenariats qui marchent, les partenariats qui marchent pas. Parce que finalement, j'ai repris des bananes par la suite, même quand j'étais entrepreneur. Des gens avec lesquels je me suis associé, des gens pour lesquels j'ai tout donné et puis qui du jour au lendemain, tu avais pas vu en fait venir le vent tourner en fait. Et ça t'apprend à être plus responsable de ce que tu fais, de ta communication, de ce que tu dis. Les femmes, c'est un énorme levier d'apprentissage. Alors je dis les femmes,
Mais que vous aimiez les femmes, les hommes, les animaux, ça marche pareil, hein. La relation de couple, quoi. La relation de couple, la relation sur le long terme. J'ai été longtemps trompé, j'ai été trompé. J'ai fait que des histoires longues. Mes 2 premières histoires longues, je me suis retrouvé trompé et en fait, j'ai compris que c'est parce que je me trompais moi-même, tu vois? Et voilà et aujourd'hui, j'ai trouvé une femme incroyable et je crée et je partage avec une femme incroyable au quotidien et c'est aussi parce que je pense que je me suis trouvé, tu vois? Les femmes sont un très gros levier d'apprentissage. La vie est un énorme levier d'apprentissage de façon générale pour le business ou pour ton bonheur au quotidien, mais ouais. Ah, j'ai oui, je dois avoir 50 anecdotes incroyables à te partager, trop marrantes, de mecs qui ont essayé de me la jouer à l'envers. À un moment donné, un matin, un type, il m'a donné un rendez-vous à 7h30 du matin dans un café parisien hyper bobo, très loin de chez moi, du Couronny, machin. Il est arrivé et il me l'a joué un peu à l'ancienne. Il m'a pas dit bonjour, il m'a dit: «Vous jouez au poker, monsieur Honoré?» C'est comme ça, tu vois? Parce qu'effectivement, j'ai joué beaucoup, au poker et j'ai fait quelques tournois sur lesquels j'avais perfé et du coup, j'étais dans les stats. Quand tu tapais Enzo Honoré sur Google, c'était mes résultats poker qui sortaient à l'époque. C'est plus le cas aujourd'hui et et du coup, le mec, il essaye de me brancher comme ça et je vais partir du rendez-vous en lui demandant de me donner 10 000 € cash dans une mallette. Oui, c'est des anecdotes de ouf qui te marquent à tout jamais, tu vois? Et des délires de ouf où ouais, je vais imprimer du cash, quoi. Je vais imprimer du cash des fois. La fois où je vais découvrir que Nico, fait de l'immobilier à fond et je vais lui dire: «Je veux faire de l'immobilier avec toi, je veux pas que tu me payes, mais je veux travailler sur tous tes projets immobiliers» et il va me donner 400 000 € en me disant: «Bah, voilà, achète de l'immobilier». Mon père me donnait pas, de thunes. Lui, il me connaît pas, il me donne 400 000 balles pour que j'achète de l'immobilier, tu vois? C'est un truc qui te marque à vie, c'est des marques de confiance, des marques de respect et je lui dis: «Mais je sais pas faire». Il m'a dit: «Moi non plus, on va apprendre» et je vais acheter peu de temps après, un appartement aux enchères. Il y aura personne aux enchères ce jour-là. Personne. La salle, elle va être vide et donc la mise à prix, c'est 23 000 €. Adjugé vendu, l'avocate gagne l'appart. Et donc, je viens d'acheter un appartement à 2 minutes du métro, banlieue parisienne, 2 minutes du métro à pied. Je viens d'acheter un appart 23 000 €. Il en vaut 80 000. Donc, post-travaux, tu as 40 000 € de marge brute que je viens de réaliser alors que j'ai aucune connaissance. Et là, on m'a menti. Il y a plein de corrélations, d'échelles, de leviers. Et là, je vais comprendre que bah, l'argent n'a pas de limite, que l'argent, c'est qu'une question de discussion, que qu'est-ce qui est cher? Qu'est-ce qui vaut de l'argent? J'ai pris des cafés, j'ai pris des thés, j'ai pris des thés dans des appartements dans le 7e arrondissement à Paris, avec des réalisateurs, avec des familles de nantis, machin, où il y avait il y avait des dorures en or autour de la soutasse. Ok, ok. Moi, je buvais pas déjà, je buvais pas de café à l'époque. Quand je buvais un café, c'était dans un putain de gobelet en plastique. Et là, il y a un liseré en or à la soutasse. Vive des trucs comme ça, bien sûr, hein. Ça te chamboule le cerveau. Bah, écoute, c'est super intéressant parce que finalement, on voit qu'il y a le Enzo, Enzo à succès, le Enzo qu'on peut voir, mais il y a aussi des vraies difficultés dans la vie. Et finalement, c'est tout ça qui font grandir toutes ces expériences de la vie, Ah, c'est plus les difficultés que les succès qui te font grandir. je pense. Je te rejoins. Est-ce que tu as un grand rêve et un seul, ou un grand objectif? Ouais, remplir un stade de 10 000 personnes et sentir les gens vibrer, lors de la conf ou du show que je vais organiser, ouais. Et je l'ai déjà visualisé et ça va exister. C'est qu'une question de temps. Ouais, c'est une question de temps exact. Si tu devais retenir une leçon et une seule leçon de ce parcours de vie, lequel ce serait? Je pense que tu l'as peut-être déjà dit tout à l'heure, mais on va se pour la dernière question. Une leçon. Ouais, tu es tu es ce que tu crois être. Ok. Tu es ce que tu crois être. Donc en gros, c'est toi qui définis qui tu es, c'est tes pensées qui vont définir qui tu crois que tu es, quoi. Quand tu as compris ça et que tu as compris que c'était flexible et que c'était malléable, tu es capable de tout changer dans ta vie. On est OK.
On est OK. Et dernière question, si tu devais justement transmettre un message aux personnes qui nous regardent aujourd'hui en vidéo, ça serait lequel? Et ce sera le mot avant que je conclue la vidéo. Oublie que tu n'as aucune chance et fonce. Passe à l'action en fait. Le truc, c'est que si tu as des rêves aujourd'hui, si tu as des rêves, si tu as des projets et que tu restes ton cul dans ton canapé, c'est le meilleur moyen qui ne voit jamais le jour. Monte la première marche là, de cet escalier. Tu sais pas où ça mène. C'est Martin Luther King, je crois, qui dit ça, qui dit avoir la foi, c'est monter la première marche dans l'escalier sans savoir combien il y a de marches à cet escalier, où est-ce que cet escalier amène. Et c'est ça en fait. C'est passe à l'action, réalise tes rêves parce que le plus grand des risques de la vie, c'est de se réveiller à 50 ou 60 ans et être un vieux con plein de regrets, tu vois. Et passe à l'action, fais des choses en fait. Parce que tes rêves de gosse, ils seront toujours là dans 30 piges et si tu n'as rien fait pour les réaliser, crois-moi, tu vas t'en vouloir. J'ai eu la chance de comprendre ça tôt et j'essaie de véhiculer un maximum ça aux gens qui me suivent, aux gens qui m'écoutent. On n'a qu'une vie et elle s'arrête beaucoup trop tôt, je pense. OK. Eh ben, écoute, on s'arrêtera là parce que c'est vrai que je te rejoins complètement sur cette idée-là et c'est vraiment le message que je veux faire transparaître. Moi, c'est on n'a qu'une seule vie, on ne sait pas à quel moment elle va se terminer. Alors, il faut la vivre à fond et impacter ce monde avant de partir. Eh bien, Super, merci à toi. je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview. Je mettrai de toute façon tous les liens de ta chaîne YouTube, de ton Facebook, Instagram, etc. Ils vont tous vous retrouver. Du livre également. C'est disponible sur Amazon, sur ton site? C'est disponible sur Amazon, c'est disponible sur mon site, c'est disponible partout. Ok, bah, je mettrai tous les liens alors. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je finirai maintenant par vous dire qu'il est de votre ressort de devenir les leaders de votre vie, mais pour ça, vous devez passer à l'action. Salut.